tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons évoquer les défis de la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous savez très bien que sur le terrain, depuis le 27 janvier, les militaires rwandais ont occupé Goma, ils ont attaqué frontalement l'armée congolaise et depuis ils occupent Goma et d'autres fiefs, ils occupent Bukavu et d'autres espaces dans les deux provinces. Et de l'autre, il y a les Wazalendo, les FRDC qui se battent pour les contrer et puis les renvoyer chez eux. Et sur le plan diplomatique, il y a autant d'initiatives diplomatiques usées par le président de la République avec l'équipe gouvernementale, la ministre des Affaires étrangères. Il y a le Parlement qui a fait sa part pendant la session de septembre, pendant la session de mars. Tout ça pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau l'honorable sénateur Faustin Luanga Mukela, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, honorable. Bonjour, Gustave. Vous êtes professeur d'université, vous êtes ambassadeur itinérant du chef de l'État, vous êtes économiste de formation, haut fonctionnaire international et aujourd'hui, vous êtes sénateur. Comment vous sentez-vous dans cette nouvelle politique? C'est une nouvelle responsabilité et un nouveau défi professionnel, pas seulement professionnel. Toute ma vie, j'ai travaillé pour les populations, pour l'humanité à travers le monde, par ma carrière internationale, 30 ans de carrière internationale bien riche et remplie. Au niveau national, vous l'avez soulevé, j'ai travaillé pour la République démocratique du Congo, pour le Congolais, pour mon pays. C'est une fierté et c'est avec grande responsabilité et joie de représenter la province du Maniema, ma province, et de représenter mon pays au niveau du Parlement, à la Chambre haute, comme sénateur. Et quel est le mobile qui vous a poussé à aller au Sénat, pas à l'Assemblée, mais aussi pas au niveau de l'Assemblée provinciale du Maniema ou même au gouvernorat? Bon, je crois la Chambre haute, c'est une chambre de sages. Je crois avec l'expérience accumulée à travers le monde, c'était un point de chute normal pour apporter le peu de connaissances et d'expérience que nous avons dans cette chambre et parler au nom du peuple du Maniema et de la République démocratique du Congo. Et pourquoi vous parlez d'un point de chute? Vous voulez dire que vous êtes fin carrière alors que vous êtes encore fort et vous travaillez? Bon, je suis dans ma soixantaine, j'ai pris quand même ma retraite au niveau international. Voilà pourquoi je parle de point de chute, c'est que c'est un nouveau départ. Ouais. Votre émission s'intitule Les défis. Ouais. Et c'est un nouveau défi pour moi pour retourner travailler pleinement pour la République démocratique du Congo. D'accord. Êtes-vous prêt à assumer ces responsabilités? Je l'assume déjà. Je l'assume. Je suis président de la commission suivi et évaluation des recommandations, des lois et des politiques publiques au niveau du Sénat. Mes pairs m'ont fait confiance pour me confier cette grande commission et j'assume. Et partout où je passe, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour donner le maximum de moi-même pour les meilleurs résultats. Et donc, lorsque nous verrons une loi violée ou mal appliquée, nous allons nous attarder sur honorable Faustin Luanga. Je ne suis pas le flic du Sénat, mais en quelque sorte, je crois que c'est notre rôle, nous tous, Ouais. la démocratie participative, Ouais. d'interpeller l'exécutif, d'interpeller ceux qui nous dirigent, d'interpeller aussi les parlementaires, qu'il y a des lois qui ont été votées, il faut que ça produise des effets.
Nous avons dans ce pays... Vous en avez les prérogatives aussi. Oui. De contrôler. Des contrôles parlementaires, ça existe. Oui. Nous allons pas seulement évaluer, pas seulement faire les suivis, contrôler et des fois même proposer des sanctions. D'accord. Alors, comment est-ce que vous jugez le travail de cette session qui s'achève, la session de mars, qui s'est achevée le dimanche 15 juin 2025? C'était une session pleine. Nous l'avons commencé, on était complètement en pleine guerre. Vous avez, au mois de janvier, le Rwanda nous a attaqué frontalement, vous l'avez soulevé, par le canal de M23. Et la session qui a commencé a été une session en quelque sorte guerrière. Ouais. Nous avons renouvelé plusieurs fois l'état de siège. C'est le Parlement, par ces deux chambres qui renouvellent. Nous avons aussi... Et parce que vous renouvelez, il faut dire quand même maintenant aux téléspectateurs, après 15 jours, vous renouvelez la loi prorogeant l'état de siège. Est-ce que l'état de siège a apporté quelque chose? Parce que nous voyons que c'est pendant l'état de siège qu'on a dû prendre des fiefs jusqu'à prendre deux grandes villes du pays. L'état de siège, c'est un état, c'est un mode de gestion où certaines libertés sont un peu restreintes, où certaines actions sont restreintes, compte tenu des conditions sécuritaires dégradées. Mais il faut, pour apprécier la valeur de l'état de siège, il faut s'imaginer le pays sans état de siège. Ce serait catastrophique. Je crois que cette situation aurait pu être... Comment ça? Parce que cependant, l'état de siège, nous l'avons dit, qu'on a pris les deux villes, qu'on a pris d'autres espaces. Parce que l'état de siège, c'est un mode administratif. L'état de siège n'est pas un état de guerre. C'est un mode administratif avec des particularités qu'on a des gouverneurs. On peut avoir un état de siège sans qu'il y ait des gouverneurs militaires, mais où certaines libertés seulement sont restreintes. Là, on a un état de siège avec des militaires qui remplacent les civils. Mais ce militaire, pourquoi on a préféré les militaires? Parce qu'ils connaissent et ils maîtrisent un peu l'outillage sécuritaire mieux que les civils. Imaginez la situation sans l'état de siège, je crois, on serait dans une pire des situations. Et donc, vous rassurez que l'état de siège a apporté en quelque sorte concrètement quoi? Concrètement, l'état de siège, quand les territoires tombent, on a l'impression de dire que ça n'a rien apporté. Même parce que pendant l'état de siège, on a interdit des mouvements, il y a des heures, des fonctionnaires, des heures, et nous pensons que pendant ces heures où on ne fonctionne pas, les services de sécurité travaillent pour contrer l'ennemi. C'est les grands mioués. Ouais. Vous savez, les grands mioués, c'est les services de sécurité, c'est l'armée. Ils font des actions dans le silence. Je ne peux pas vous exposer ici ce qu'on fait, ce qu'ils font, ce qu'ils comptent faire. Nous avons des ennemis qui nous suivent certainement. Il ne faudrait pas qu'à l'heure d'une émission, on puisse rendre public certains éléments qui mettraient en danger et nos militaires et nos populations parce qu'ils divulguaient en direct à la télévision. D'accord. Alors, revenez sur la production législative de mars. La production législative de mars était très intense. D'abord, on a la production des lois. On en a examiné 24 au total, qu'on a examiné, voté. On a ratifié beaucoup d'accords. Il y avait la loi d'habilitation qu'on avait confiée au gouvernement, qui nous imposait de ratifier ces accords. C'est qu'au total, la production, pendant 3 mois de session, on a été à une trentaine de lois, ce qui fait 10 lois par mois. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça, c'est au niveau de la production. Sans compter, il y a eu la loi des finances rectificatives pour donner beaucoup de moyens à l'armée. Ne l'oubliez pas, nous sommes en état de guerre. Il fallait apporter, tenir compte de ce changement brutal nous imposés par ça, les budgets étant dépassés, les budgets, il fallait donner beaucoup de moyens à l'armée. Nous sommes l'autorité budgétaire au Parlement, il fallait passer par ces correctifs. Le gouvernement nous a saisis
Et on devait valider cette loi. C'est toujours ce mandat. Il y a au niveau aussi des contrôles parlementaires. On a interpellé beaucoup de ministres. Au niveau de la Chambre basse, il y a eu le ministre de la Justice qui venait de tomber. Il y a eu le ministre Nicolas aussi, Kazadi, l'ancien ministre des Finances, dont son cas a été traité. Nous, au niveau du Sénat, le Sénat a levé les immunités du sénateur à vie. C'est qu'il y a tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce temps. Les ministres, il y a eu des questions orales avec débat. Et tout ça, c'est le rôle des sénateurs. On a l'impression qu'on ne fait pas assez, mais on travaille beaucoup, beaucoup pour le peuple congolais. Donc la session, la production a été positive. Elle a été dense. Alors, quelle est la part du Maniema dans tout ce que vous avez fait pendant cette session de mars? J'aime dire le Maniema, c'est un parent pauvre, en quelque sorte. Et vous me donnez l'occasion de plaider la situation du Maniema, une province complètement enclavée, et que ce soit les ressortissants du Maniema ne se retrouvent pas au gouvernement, c'est quelque chose qu'on avait soulevé. Il n'y a personne du Maniema comme membre du gouvernement. C'est quelque chose que nous, les politiciens du Maniema, avons déploré et continuons à déplorer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Bon, on peut plaider les cas du Maniema même si on n'est pas au gouvernement, mais la responsabilité de la représentativité impose que les fils du Maniema se retrouvent aussi au gouvernement. Surtout, il y a des compétences valables. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se retrouvent pas. Quelle est la part du Maniema? Nous avons plaidé pour le désenclavement de la province. La province du Maniema a deux grands défis. Le premier grand défi, c'est complètement l'enclavement de la province. Il y a les problèmes des rails, et il y a les problèmes des bateaux parce que nous avons le fleuve. Sans ces deux, le Maniema est complètement enclavé. Nous produisons beaucoup de nourriture, nous avons la peine d'acheminer à des points de consommation des grands centres. Nous importons les intrants, mais qui arrivent par avion, d'où les coûts très élevés des productions. Pour permettre aux gens de Maniema de respirer et d'atténuer les coûts de production, il faut désenclaver la province. Ça, c'est la plaidoirie que nous avons fait. Plaidoirie, chanson, mais qui existe il y a plusieurs années, qui ne change toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'où la nécessité de suivi. Nous avons de sérieux problèmes de mise en œuvre dans notre pays, cher Gustave. Même les territoires, les programmes de développement local de 145 territoires, nous allons exécuter les suivis, nous allons amorcer les mécanismes de suivi partout, les sénateurs vont partir. Il se pose des problèmes de mise en œuvre et cela, on peut prévoir des choses. La caisse de péréquation, on a interpellé même les DG et de la Caisse nationale de péréquation. Même le ministre des Finances. Oui, même les ministres des Finances là-dessus. Les fonds ne sont pas donnés. Et tous ces fonds-là, c'est ce qui aurait pu permettre à la province de se doter des infrastructures de base, des infrastructures de communication portuaires, d'aviation, de rails et tout ça. Et ce n'est pas seulement le Maniema. Cette tendance, c'est dans toute la République. Alors, est-ce que vous vous fiez à tout ce que le ministre des Finances vous a dit sur la caisse de péréquation? Vous savez... Parce qu'il y a déjà des gens nommés qui fonctionnent. Et si j'avais bien suivi les débats, il y a déjà l'argent qui sort environ 600 millions et dont 350 millions sont consommés par les salaires, les paiements, mais la caisse elle-même ne fonctionne pas. Bon, si la caisse ne fonctionne pas, peut-être elle n'est pas encore prête pour fonctionner. Il y a des prérequis pour que... C'est une caisse. Et c'est une institution de mise en œuvre. Là, quand vous écoutez les ministres, il y a des choses à régler pour que la caisse devienne opérationnelle. La conception du gouvernement est que c'est une caisse, il faut lui trouver des structures opérationnelles. La conception de la caisse elle-même, elle dit c'est une caisse qui est aussi un instrument d'opérationnalisation. Et la conception sénateur? La conception de sénateur, nous interprétons la loi. Nous regardons ce que prévoient les textes. Les textes disent que la caisse de péréquation est là, elle doit fonctionner. Et malheureusement, c'est l'administration qui fonctionne, mais la caisse elle-même,
la partie d'investissement, la partie des décaissements, la partie de gestion des fonds ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème réel à régler. Donc c'est parmi même les recommandations de la 12e session des conférences des gouverneurs, Voilà. qui ont voulu, en tout cas, que la caisse de péréquation soit mise en œuvre, soit opérationnelle. Alors, il y en a qui estiment que le Sénat et l'Assemblée, en tout cas, que ce soit à la session de septembre ou à la session de mars, n'ont rien fait parce que nous sommes pendant les temps de guerre et vous n'avez pas voté un budget de guerre. Non, Que répondez-vous? Non, non, non. Ce sont les gens... J'aime souvent lire et que les Congolais m'excusent, ils ne lisent pas beaucoup. Quand vous prenez le budget, vous allez remarquer que la partie consacrée à la défense, le budget consacré à la défense a été considérablement augmenté. Je ne vais pas vous donner des chiffres de grandeur, parce que tout ce qui touche à ce chiffre sous-entend les implications, et ce n'est pas un secret, le budget a été multiplié par 5 pour l'armée. Nous avisionnons autour de milliards, peut-être 2 milliards. C'est beaucoup d'argent. Notre armée ne peut pas dire qu'elle a manqué de moyens que le Parlement, que les deux chambres du Parlement lui ont privé de moyens. Je vous ai dit à l'entrée de cette émission qu'on a fait même la loi des finances rectificatives, c'est contenu de ça. Vous vous souviendrez que même les soldes des militaires ont été augmentés. Tout ça, c'est pour motiver nos militaires, leur donner pas seulement les outils, leur donner aussi les moyens pour qu'ils se battent avec bravoure. Les deux chambres ont été à la hauteur, ont accompagné les gouvernements à leur dotant d'un budget conséquent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Et qu'en est-il de la loi de programmation de la police nationale congolaise? Elle venait d'être... On a dû l'examiner et la voter le dernier jour de notre session. Ça donne 2 milliards, presque et demi, pendant 5 ans, pour réformer la police. Une police de proximité, une police efficace, une police professionnelle. Ça, c'est la programmation. Maintenant, ce qui va poser problème, c'est la capacité d'absorption d'abord de la police elle-même pour absorber l'argent et de mise en œuvre de tous ces instruments et tous ces outils prévus dans cette loi de programmation. Alors, la guerre est là. Il n'y a pas encore de paix dans la partie Est. Je crois lors des discussions sur la loi rectificative, on a posé la question quels sont les moyens mis à la disposition de Wazalendo qui combattent aux côtés des FARDC. Les Wazalendo, il faut le voir dans un cadre intégré de réserve d'aide, des réserves d'armée pour la défense. Hein. La RAD. Oui, la RAD, réserve d'armée pour la défense, qui est une innovation initiée par le commandant suprême pour accompagner et soutenir cet effort participatif des citoyens pour défendre la nation attaquée. Et dans ce sens, les moyens ont été disponibilisés pour la RAD. Il n'y a pas de moyens pour la RAD. Non, les moyens sont donnés. Mais on ne vient pas à la télévision dire quels moyens on a doté de l'armée quand vous êtes en pleine guerre. Hein? Elle est en train d'être soutenue. Et vous avez vu les équipements qui ont été abandonnés, malheureusement, quand Goma est tombé. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'équipement. On a abandonné beaucoup d'équipements. Ça signifie que les moyens étaient là, l'équipement était là, quelque chose manquait, qui n'a rien à voir avec les moyens. Hein? Qui n'a rien à voir avec les moyens. Seul le moyen ne peut pas gagner la guerre. Hein? Il y a l'esprit de guerre, il y a la stratégie de guerre, il y a beaucoup la gestion de la guerre, il y a beaucoup d'éléments stratégiques. Je ne suis pas venu dans cette émission pour critiquer notre armée au moment où elle se bat au front. C'est mon rôle de la soutenir et de l'accompagner, mais il y a beaucoup aussi à faire, des ajustements à faire pour qu'elle nous permette de bien faire
son travail. Alors, qu'est-ce qui explique cette traîtrise qu'on a dû remarquer au sein de l'armée, cette infiltration étrangère qui fait que notre armée ne puisse pas donner toutes les prouesses qu'il faut? L'espionnage existe partout. Ce n'est pas seulement au Congo. Vous êtes en train de suivre en Irak, en Iran, où la Mossad a infiltré complètement l'armée des Mollahs et on est en train d'éliminer des responsables d'armée parce qu'il y a eu infiltration. Nous-mêmes, on a été exposés à cela. C'est à renforcer nos systèmes d'anti-espionnage pour dénicher tous les brebis galeuses qui se trouvent et dans la famille et dans l'armée. Les espions ne sont pas tous dans l'armée. Ils sont même avec nous, dans des maisons, des voisins, et des fois, des vrais citoyens congolais qui travaillent pour trahir le pays. Là, il faut se rappeler de Mouzé, ne jamais trahir la RDC. Et comment faire pour extirper ou éradiquer cette traîtrise au sein de l'armée? C'est l'amour de la patrie, d'abord. L'amour de la nation, ce pays qui nous a tout donné. Vous et moi, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont bâtis pour avoir cette indépendance, pour construire cette nation. Et nous avons des enfants. Nous devons aimer ce pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Et cet amour-là doit nous enseigner pas seulement le patriotisme, c'est aussi sauvegarder l'intérêt de ce pays, de cette nation. Comment le faire? Par l'éducation, par le civisme, par les dénonciations, la participation citoyenne. Tout le monde est appelé à défendre la patrie. Tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'armée, tout seul. Non. L'armée doit sentir que la population est avec elle. Le commandant suprême doit sentir qu'il est accompagné. Et voilà pourquoi ces brebis galeuses, ceux qui trahissent la nation, passent par la cour martiale et des sanctions sont sévères pour eux. Parce que, rappelez-vous, quand il n'y a pas de guerre, les militaires sont payés gratuitement. Ils ne travaillent pas. Ouais. Et quand il y a la guerre, il est temps qu'ils récompensent notre effort collectif de payer les impôts parce qu'ils gagnent leur salaire par tout l'apport de tous les Congolais. Alors, trahir, fuir, abandonner les combats, c'est de la lâcheté à la confiance que nous les avons placés. On a vu les procès contre ceux qui ont trahi, les généraux qui ont trahi lorsque la ville de Goma a été attaquée. Mais la suite, semble-t-il, n'est pas du tout connue du grand public. Bon, je crois la justice continue son cours. Il y a des voies de recours, il y a beaucoup de choses. Le temps de la justice, c'est le temps de l'homme, mais des fois, ce n'est pas toujours le même. Laissons la justice faire son travail. Alors, comment vous appréhendez les initiatives diplomatiques dans lesquelles le pays est engagé? On a commencé par Luanda, Nairobi, SADC, EAC, Union africaine, Doha, Lomé, Washington pour finir, et tout ça pour la restauration de la paix. Mais on ne sent pas quelque chose qui bouge sur le terrain. Qu'est-ce que c'est la diplomatie? La diplomatie vous permet de dialoguer, de parler, d'échanger, d'atténuer et de corriger et même d'amener la paix. Mais le contexte est tellement complexe de notre agression que ça a nécessité toutes ces initiatives-là. Que ce soit Luanda, avec ses particularités, qu'on devait parler directement avec les Rwandais, que ce soit Nairobi, qui nous a menés à parler avec les groupes armés, que ce soit Doha, qui nous permet de continuer un peu, et Rwanda, et Luanda, et Nairobi, c'est-à-dire les contextes des groupes armés et des Rwandais, de nous parler au niveau de Doha, que ce soit l'initiative des Américains, que ce soit l'initiative, on s'est retrouvé à Lomé parce que le président togolais a remplacé le président
angolais. Toutes ces initiatives, je crois, ont été prises parce que le président de la République, et qui est le diplomate numéro 1 du pays, veut la paix. Sur qui il fait tout ça, c'est pour la paix. Il ira partout, lui-même il l'a dit, pour ramener la paix à l'Est. Si ça peut nous ramener la paix, tant mieux. Mais seule la diplomatie ne suffit pas. On l'a vu, on parle, on a gagné des points diplomatiques et pour la première fois, on a pointé du doigt le mal. L'agresseur est dénommé, est connu, pointé, documenté sur le Rwanda. C'est la première fois qu'il y a même une résolution des Nations Unies qui condamne les Rwandais. Des sanctions ont été portées à quelques autorités rwandaises. C'est que la diplomatie du doigt, du pointage, a réussi. Maintenant, il faut une diplomatie des alliances. Parce que les pays, ce sont des intérêts. Ce n'est pas le pointage seul qui va changer la dynamique. Il faut les alliances. C'est dans ce cas qu'on est en train de négocier, par exemple, les minéraux pour la paix et tout ça. Parce que les alliances se forment autour des intérêts. Nous avons des intérêts chinois, mais on ne voit pas les Chinois venir nous soutenir ici militairement. Nous avons des intérêts belges, on voit le poids diplomatique des Belges. Nous avons des intérêts français au Congo, mais on les voit timidement aussi nous soutenir. Parce que c'est dans des moments difficiles qu'on voit, qu'on doit sentir ces ces alliances qui se passent au niveau régional. Nous sommes dans la SADC, nous sommes au niveau de la CAC, au niveau de l'East African Community, ou bien au niveau international à New York. Voilà un peu la dynamique diplomatique où elle nous a conduits. Il y a beaucoup de réussites, que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit la RDC qui vient d'être élu membre non permanent des conseils de sécurité. Ça va permettre à la RDC de porter haut pas seulement la défense de ses intérêts, mais la défense des intérêts aussi africains au niveau du Conseil de sécurité. Et pourquoi les résultats attendus par la population n'arrivent toujours pas, professeur? Dernièrement, le Rwanda a claqué la porte de la CAC, et avec comme argument la RDC dit des choses à son encontre, et puis on lui a refusé de présider cette organisation. Et chez nous, qu'est-ce que ça va apporter? Le Rwanda a quitté, et nous ici nous acclamons, mais sur le terrain, il y a encore les hostilités. Et puis, les différentes victoires que vous annoncez, Conseil des droits de l'homme, que ce soit Conseil de sécurité, nous sommes là, on a occupé même la tête de l'Union africaine, et la situation demeure encore fragile, et puis la population les souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Gustave, je ne suis pas venu parler du Rwanda, bon, j'espère, mais le Rwanda a bâti sa diplomatie sur des mensonges. Des mensonges, et sur l'exception rwandaise, sur la victimisation. Ce qui s'était passé au Rwanda, les génocides de 1994, c'est horrible. Mais ça n'a rien à voir avec les Congolais. Les Rwandais s'étaient entretués entre eux. Mais c'est les Congos qui souffrent. Le Rwanda dit qu'il y a des menaces contre sa sécurité. Ça fait plus de 30 ans qu'il n'y a aucune guerre, aucune menace visible partant de la RDC vers le Rwanda. Le Rwanda qui veut diriger, qui contribue des troupes, même aux Nations Unies, mais s'évertue à même moment d'envahir d'autres pays. C'est contradictoire. Le Rwanda qui veut diriger notre communauté sous-régionale, mais ne respecte pas l'inviolabilité des territoires de ses voisins. Toutes ces contradictions ont fait que les Rwandais soient mis en index de la communauté sous-régionale et de la communauté internationale par les conseils de sécurité. C'est pour la toute première fois, et ces résolutions des conseils de sécurité ont été votées à l'unanimité. Ce que si le Rwanda a pleuré, ça signifie qu'elle a été dénichée.
découverte d'une idée. C'est fini ces mensonges. Ça, c'est l'effort de la diplomatie agissante dont on parle. Ouais. Les résultats viendront et sont en train de venir. Parce que la résolution 2773, Oui. qui oblige le Rwanda à quitter, hein, aux militaires rwandais de quitter le sol congolais, d'arrêter les hostilités et de pouvoir laisser le couloir pour les humanitaires. Mais les Rwandais, malgré tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a gagné comme victoire, restent encore au Congo. Bon. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, est allée même à Goma. Et on avait donné même un ultimatum, ce qui circulait, quoi, le 15 juin, les Rwandais devraient quitter le pays, mais jusque-là, les Rwandais traînent les pas. La guerre, c'est quelque chose de complexe. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement la laisser aux politiciens ou aux militaires. Il faut les deux à la fois. Fight, les anglophones disent fight and talk. Vous vous battez et vous parlez. Ça doit s'équilibrer. C'est le langage que les autres comprennent. Pour le moment, on a un peu un statu quo en quelque sorte, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On doit arriver à imposer un équilibre de retrait. Ça va arriver. Que ce soit les négociations qui se passent au niveau de Washington, on exige les retraits avant la signature. Et je crois qu'on a observé des véhicules quittant la RDC vers Kigali. Ils disent que ce sont des réfugiés, mais quand vous regardez, il y a plus d'hommes que de femmes. On peut s'imaginer, sans avoir de loupe, qu'il s'agissait des militaires, certains militaires. Et pourquoi le faire de manière camouflée? Parce qu'ils n'ont jamais admis. Je vous ai parlé de l'art. C'est l'art, le mensonge au Rwanda, c'est de l'art. Ouais. Hein? Ils appellent ça Ubunge, c'est-à-dire l'art de mentir, de vivre en mentant. Hein? Bon, c'est ça. Alors, vous avez soulevé une question que vous avez traitée au niveau du Sénat. Vous avez pu lever les immunités de Joseph Kabila pour permettre à l'auditeur militaire de pouvoir le poursuivre. Et où est-ce que nous en sommes? Parce que après avoir levé les immunités, Kabila est revenu en force à Goma. Il est là, il gère, il consulte en toute quiétude. C'est une question politique et militaire à la fois. L'aspect politique, comment en sommes-nous arrivés là qu'on enlève les immunités d'un ancien, d'un sénateur à vie, président honoraire? C'est une décision d'abord politique, une responsabilité politique, lever les immunités. Vous vous êtes au moins assumé. Le Sénat s'est assumé pour permettre et aux sénateurs à vie de présenter ses moyens de défense et à la justice de se justifier. Kabila demeure présumé innocent, on a levé ses immunités. C'est à la justice d'établir les responsabilités du sénateur à vie, pas au Sénat. Ce qui nous était demandé, ce n'était pas de juger Kabila, mais de lui permettre de présenter ses moyens de justice. On aurait pu peut-être faire ça autrement. Ça, c'est politique. Et si on constate qu'il n'y a pas d'effet établi, je crois l'auditeur général peut conclure au non-lieu ou à la condamnation. Je ne peux pas savoir que va dire la justice. On laisse la justice faire son travail. Et au cas où Kabila ne se présentait pas devant l'auditeur général, il sera jugé par défaut ou je ne suis pas condamné par défaut, ou bien Gustave, comment ça va se passer? Gustave, je ne suis pas juge, je suis sénateur. Et ça, il appartient à l'auditeur général de déterminer tous ces mécanismes et il est libre, l'auditeur général, à définir, à déterminer et les procédures et la manière dont tout cela sera résolu.
Ça peut se résoudre autrement, politiquement, militairement, ou ça peut se résoudre sur le plan judiciaire. Voilà, moi je ne suis pas juge pour entrer ni commencer à commenter une histoire qui est en pleine procédure judiciaire. D'accord. Alors, comment vous jugez son activisme actuellement avec les Nanga, les Bissimo et les autres qui ont trahi la nation et qui se réclament encore en raison de pouvoir rester congolais? Et puis, comment vous jugez leur activisme actuellement? Est-ce que c'est une tentative de balkanisation du pays ou bien c'est juste une rébellion qui pourra finir? Bon, vous soulevez une question profonde. Le pays est en guerre. Certains de ces enfants ont pris les armes, en complicité avec les forces étrangères, mais on doit avouer qu'il y a certains Congolais parmi eux. Tout le monde n'est pas rwandais. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Ça ne devait pas arriver, mais on en est là. Ce qui nous intéresse, c'est comment en finir, sur le plan militaire ou sur le plan politique. C'est ce qui est important. Le président ne lâche pas de voie de mettre fin à cette guerre, par tout le moyen, militaire, diplomatique et politique. Je ne suis pas là pour commencer à dire qui a tort, qui a raison et tout ça, mais je constate les faits que cette rébellion cause de profondes tristesses, de profondes déchirures qui peuvent nous amener à la balkanisation. Et s'il y a balkanisation, ça ne sera pas seulement l'effet des rebelles. Ce sera aussi qu'on n'a pas pu arriver à nous mettre d'accord. Parce que quand il y a division, tu ne vois pas seulement d'un côté, il y a aussi la responsabilité du gouvernement. D'où l'importance de la cohésion nationale. Elle est nécessaire, pas seulement les va-t'en à guerre, sentiments. Donc il faut la cohésion. Le président de la République a tendu la main en ouvrant les consultations, en appelant les uns les autres. L'opposition avait abdiqué, avait refusé de pouvoir participer à ces consultations. Et entre-temps, Kabila, Fayoulou, les Katumbi, les Sessanga, mais on a vu Fayoulou prendre son courage, solliciter d'être reçu, et il a été reçu. Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Mais lorsqu'il arrive, il propose qu'on crée un camp de la patrie pour pouvoir contraindre l'autre camp qui tente de balkaniser le pays, les camps Kabila. Mais il s'aligne sur la voie du dialogue modèle Senko et CC. Êtes-vous d'accord avec eux, avec cette démarche de Fayoulou? Bon, je ne suis ni porte-parole de M. Fayoulou, que je connais, que je respecte. J'observe seulement que le président s'est placé dans les dialogues. Il a réussi, Fayoulou qui est un opposant connu. Je crois que le président va continuer à recevoir. Il a instruit son conseiller spécial d'initier ces consultations un peu larges pour renforcer la cohésion nationale. Quand il y a la guerre, pour qu'elle finisse, il faut que les deux parties se mettent d'accord. On ne peut pas faire une cohésion nationale. Je sais, ça ne va pas plaire peut-être à certaines personnes, sans regarder ceux qui nous font la guerre. Nous parlons au Rwanda, au Qatar. Le bon Dieu, je l'ai dit, a parlé au diable. A parlé au diable pour Job. Le président Tshisekedi peut parler aussi au diable qui nous font la rébellion, si ça peut nous amener la paix. Il a parlé avec Kagame à Doha. Voilà. Mais ça n'a rien changé sur le terrain. Mais c'est ce que vous dites. Ouais. On ne met pas tous les pions quand on joue à l'échec, sinon la stratégie est connue. Je reste persuadé, si vous suivez les nouvelles, ils disent qu'ils vont signer aux États-Unis. Bon, s'ils signent avec les Rwandais, qui est le soutien majeur des M23, ça nous amènera déjà vers la paix. Ça ne sera pas encore la paix, mais ça va
faire la désescalade qui peut nous amener vers la paix. La cohésion, elle ne peut pas se faire sans ceux qui nous font la guerre. À l'époque d'1+4, à l'époque, tout le monde a abandonné les armes pour repartir et faire la paix. Pour qu'il y ait cette paix partout, il va falloir que ceux qui ont pris des armes les abandonnent. Soit ils sont défaits militairement, soit par des processus de diplomatie et de paix. Et tout ce qui se met encore, vous avez parlé de la CENCO, c'est une initiative qui a sa particularité parce qu'elle est large. On peut ne pas l'aimer, mais quand vous lisez les volumes préparatoires, ça montre le sérieux de cette initiative. Des pactes pour la paix. Oui, oui, ça montre le sérieux qu'on a mis, ne fût-ce que sur le plan intellectuel, de la documentation. Ça implique, ça nécessite qu'on l'écoute. Seule la paix des braves peut amener la paix au Congo. On a vu l'Allemagne et la France qui se sont battus, guerre de 100 ans, guerre de 30 ans, de guerre mondiale. Ils sont devenus dans la paix. On voit ici les États-Unis, ils sont en train de se parler à Genève, les États-Unis et l'Iran. Et quand on voit les États-Unis, ça signifie Israël est derrière eux. Ils se parlent. La Russie et l'Ukraine se parlent. La RDC et le Rwanda se parlent à Qatar. Tout ça, c'est pour la paix. Et je reste persuadé, nous aurons cette paix. Et donc, à l'interne, vous êtes persuadé qu'il faut la cohésion et le dialogue sous la forme, je vois, vous soutenez la forme de la CENCO et c'est... Il faut le dialogue d'une manière large pour terminer toutes les velléités de guerre. Il faut qu'il y ait une justice, qu'il y ait la sanction, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient tirées pour sanctionner ceux qui ont tué des gens. Bien sûr, il y aura le pardon, mais compte tenu des crimes, on l'a vu en Afrique du Sud, vérité et réconciliation, ça a apporté la paix. Mais ça n'a pas corrigé tout. Ça n'a pas empêché la justice de faire son travail. C'est qu'il y a beaucoup d'aspects à faire quand on veut faire la paix. Il faut du courage pour faire la paix. Et abandonner la haine. Pour ça, il faut vraiment se dépasser. C'est cet effort de dépassement dont la patrie a besoin pour amener la paix au Congo. Alors, nous sommes presque à la fin. Quel est votre point de vue sur les deals RDC, États-Unis, minerais contre sécurité? Bon, je vous ai parlé de la diplomatie du doigt, c'est-à-dire des pointages, vers la diplomatie des alliances. Les alliances se forment autour des intérêts. Et la plupart, les intérêts se manifestent à l'ère moderne sous forme des intérêts économiques. Moi, j'enseigne les techniques de négociation. Je travaille à l'Organisation mondiale du commerce, où je m'occupais de l'Asie et Pacifique. Les États-Unis ont bombardé le Japon. Ils ont jeté l'arme nucléaire sur le Japon. Les plus grands amis des Japonais aujourd'hui, ou des Américains aujourd'hui, c'est le Japon. Les intérêts se sécurisent mutuellement. Je vous ai parlé de la France et l'Allemagne. Ils s'attendent aujourd'hui. Pourquoi nous avons besoin de cette parapluie d'intérêts? Parce que quand on construit ensemble des grands ensembles d'intérêts, le Congo c'est un pays solution. Solution pourquoi? Nous avons des minéraux stratégiques pour la transition écologique. Nous avons la forêt pour la transition climatique. Nous avons l'eau, le futur produit. C'est que le Congo, c'est l'avenir. À nous de définir qu'est-ce que nous voulons faire de nos minéraux stratégiques. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre forêt? Qu'est-ce que nous voulons faire de l'eau, de l'espace? Conversons ça en richesse et partageons ça avec ceux qui peuvent nous amener la sécurité
Partager dans le sens de travailler ça ensemble Ouais. pour la prospérité partagée. Ils ont besoin de ce minerai. Voilà pourquoi ils nous font la guerre à l'Est. Mais venez produire sur place, ensemble avec nous. Ça va valoriser nos forêts, nos villageois, nos paysans. Et nous tous, ce sera gagnant-gagnant. Les Moyen-Orient l'a fait avec son pétrole seul. Je crois que vous n'êtes pas dans l'idée de Sarkozy lorsqu'il était venu. Donc quand je ici, parle de partager, j'ai corrigé, j'ai dit partager dans la production. Regardez les Moyen-Orient. Ils n'ont que le gaz et le pétrole. Mais ils sont dans la production, partage des productions. C'est l'Occident qui les aide à la transformation. Comment nous n'arrivons pas à faire comme les Moyen-Orient? Nous avons toutes ces richesses, et seulement avec le pétrole et le gaz, ils arrivent à faire ça. Nous, avec les cuivres, les cobaltes, les diamants, l'or, les coltans, tout ça, et les forêts, les essences, nous n'arrivons pas à capitaliser ça. Il y a un problème. Avec les modèles de négociation qui se passent actuellement, on peut ramener ça. Ce sera des opérateurs économiques. Mais il y a beaucoup de défis encore de mise en œuvre. Nous avons partagé nos carrés miniers. Il faudrait s'attendre comment récupérer ça, comment... Parce que beaucoup ne nous appartient pas. La Chine qui est totalement investie, est-ce qu'elle laissera facilement la place aux États-Unis? Il y en a aussi qui estimaient qu'il fallait faire ce deal avec la Russie et pas les États-Unis parce que on a fait peut-être il y a des études qui montrent que les États-Unis n'ont jamais. Gustave, votre émission, c'est les défis pour la pacification de la République. Tout ça, ce sont des défis qui sont des défis, mais ne sont pas insurmontables. C'est possible de ramener tous ces gens. Après tout, les terres congolaises appartiennent encore au Congo. Hein? Les sous-sols congolais, ces gens ont des rentes, des situations, ont des contrats, des concessions de perpétuité ou des concessions 25 ans, tout ça. On peut étudier des mécanismes pour que l'État qui a été un peu masculé récupère un peu sa force. Et pour cela, il faut mettre fin à la guerre. Il faut une cohésion nationale, comme ça il n'y a pas de contestation, pour arriver à concevoir un modèle de développement à prospérité partagée, à richesse partagée, qui sécurise la région, la République d'abord, la région et même les ressources. Et les ressources. D'accord. Merci beaucoup, professeur. On a fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des dernières considérations? On a fini l'émission. D'abord, la RDC a tant souffert, ce pays a besoin de la paix. Moi, je viens de l'Est, c'est pénible. Que ceux qui ont le parcelle de pouvoir, à commencer par le chef de l'État et les autres Congolais, que ce soit de l'Est, ceux qui font la guerre pour tuer leurs propres citoyens, pour des ambitions politiques. Il y a les élections qui vont arriver en 2028. Qu'on s'installe dans ça, dans cette perspective, la reconquête pacifique pour la gestion de la cité. Je reste persuadé qu'ils ont encore l'humanité dans leur cœur pour voir que ces souffrances doivent suffire, doivent s'arrêter et que la paix est plus importante que la guerre. Aimer ce pays, c'est aussi servir loyalement ses citoyens. Merci beaucoup, professeur Faustin Longa, sénateur, ambassadeur et économiste et haut fonctionnaire international, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi votre émission. Merci pour votre fidélité. La suite, c'est au prochain numéro et avec le même plaisir. Au revoir.